Judith, si quelqu'un tombe sur cet épisode par hasard, que voudrais-tu lui dire pour qu'il ait envie de nous écouter? Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que la neurodiversité, donc c'est un gros mot, à la mode, etc., c'est quelque chose qui concerne énormément de gens, énormément de managers, énormément de dirigeants, mais énormément de personnes de n'importe quel métier et euh, couche hiérarchique, on va dire, d'accord? La neurodiversité est partout. Nous sommes tous différents les uns des autres, bien entendu, parce que nous venons de là d'où nous venons, nous avons eu certaines études, nous avons n'importe. Et nous sommes tous différents les uns des autres. Mais à l'intérieur de ces personnes différentes, il y a des personnes qui sont encore plus différentes, parce qu'elles sont câblées, leur cerveau est câblé de manière différente de la norme. Alors la norme, c'est pas juste normal, anormal, etc. Ça veut rien dire tout ça. La norme, c'est en entreprise, par exemple, c'est tout le monde est censé agir, réagir d'une certaine manière dans certaines circonstances. Il y en a qui ne le font absolument pas et souvent ce sont des personnes neurodivergentes. Alors si vous voulez en savoir plus, écoutez la suite. Eh ben, je sens qu'on va se régaler. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et comme c'est moi le patron, eh ben, ce sera un bon podcast, au moins pour moi. D'accord. Okay. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Voilà, ça peut être notre objectif. Déjà que ce soit sympa pour nous deux. Ouais. Et puis, si c'est sympa pour vous qui nous écoutez, bah, vous nous le direz dans les commentaires, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube ou dans les commentaires du podcast ou sur le forum. Alors, maintenant qu'on sait de quoi on va parler, est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour en parler, te présenter en quelques mots, peut-être dire peut-être un petit peu ton parcours, les valeurs qui guident ta vie, et comment ça t'influence en fait dans la vie, et puis peut-être conclure par la mission que tu t'es donnée, peut-être nous dire pourquoi tu t'es donné cette mission. Je pense que en comprenant ton parcours, on comprendra pourquoi c'est ta mission. Mais voilà. Ouais, d'autant plus qu'elle ne m'a pas, je me la suis pas donnée. Elle est venue s'inviter toute seule, comme une grande. D'accord. Alors, donc j'ai 66 ans et je suis passionnée par l'humain, en fait, par le génie humain. D'accord. Et en réfléchissant, parce que je savais bien que tu allais me poser cette question, je me suis dit, tiens, mon parcours, c'est quoi? Alors, bien sûr, le seul mot qui peut venir à l'esprit, c'est atypique. Il n'y a pas de problème. Et il est fait de 3 grosses étapes, en fait, toutes d'une quinzaine d'années, parce que ça fait 44 ans que je suis sur le marché. Okay. Ça fait aussi 44 ans que je suis mariée, d'ailleurs. Et du coup, la première étape, celle dont je veux parler en premier, c'est celle que je suis en train de vivre en ce moment. C'est une étape où je suis coach international, certifiée de beaucoup de choses, etc. Je suis aussi formatrice, je suis aussi conférencière, je suis aussi auteure, je fais aussi des bilans de compétences. En fait, je m'éclate dans ma vie où la relation humaine est primordiale et la relation où je fais grandir les autres. Enfin, j'aide les autres à grandir, c'est pas moi, bien entendu. Une quinzaine d'années. Les 15 années intermédiaires, ça a été 15 années où je n'ai pas reçu de salaire. Je n'étais pas salariée. J'ai élevé mes enfants et j'ai beaucoup voyagé avec mon mari dont la carrière universitaire l'appelait à droite à gauche. Et j'étais très heureuse, c'était un choix que nous avions. J'ai arrêté de bosser, mais pour autant, je n'ai pas arrêté d'apprendre, je n'ai pas arrêté de m'éclater dans tous les sens parce que la vie, tout ça, dans d'autres pays, c'était super génial. Et puis, il y a le premier morceau de 15 ans aussi à peu près, qui a été ma période fondatrice, mais alors qui a été tout de travers. Je suis l'aînée d'une famille de 9 enfants, très très modeste, émigrée de Tunisie dans les années 60. Et donc du coup, en tant qu'aînée, responsable et tout ça, je me suis rendu compte très vite qu'il fallait que j'amène un petit peu mon obol au foyer, si vous voulez. Et du coup, au lieu de faire les belles études que j'aurais voulu faire, etc., c'était les débuts de l'informatique, ça me passionnait, je me suis retrouvée assistante de direction. Un BTS, c'est rapide. Et ça ramène un petit peu d'argent au foyer et c'était très bien. Et je l'ai fait de très bon cœur d'ailleurs. Voilà. Mais alors là, ça a été la catastrophe. Heureusement, plusieurs choses m'ont sauvée. Le fait que j'adore l'intérim, que je suis très agile, j'aime aller changer, venir un peu jouer mes superwoman quelque part et puis m'en aller après.
ok. Et puis le fait de voyager avec mon mari a fait que j'ai fait des CDD, etc. Donc chaque fois qu'une situation commençait à sentir un peu mauvais pour moi parce que j'étais pas du tout idéale, eh ben j'étais partie. Et puis on est parti entre autres aux États-Unis, voilà, à plein de choses. Et à un moment donné, on est rentré, j'avais 44 ans. Il fallait que je travaille parce qu'il fallait qu'on s'achète une maison. Et du coup, je me suis retrouvée dans une boîte de microélectronique où mon DRH, qui était mon N+2, a enfin compris quelque chose. J'étais jamais là où on m'attendait. J'étais nulle là où j'aurais dû. Les reporting, tout ça, c'était pas du tout mon truc. Par contre, j'étais géniale dans des endroits où on m'attendait absolument pas. Les relations avec les PDG des grosses boîtes pour avoir des rendez-vous avec, enfin, des tas de trucs complètement bizarres. Et mon DRH, un jour, m'a dit, écoute, je te vire, voilà, on va faire une convention. Mais dans cette convention, je t'offre aussi, enfin, je voudrais que tu ailles faire cette prestation de outplacement, un méga bilan de compétences, parce que tu sais pas qui tu es. Nous, on n'arrive pas bien à te cerner. Et vas-y, et rencontre-toi, tu vas voir, ça va le faire. J'ai confiance. Et effectivement, c'est pour ça que je suis devenue coach, etc. Et c'est pour ça que la suite de ma vie a été complètement géniale. Voilà. C'est assez génial. Je sais pas. Oui, quand même. Ouais. En tout cas, la manière, peut-être ça s'est fait exactement comme ça, mais je trouve que la manière dont il a formulé la chose, là, ton boss, en disant je vais te virer parce que et tu vas faire cet outplacement, etc. Je trouve que c'est quand même le fait de virer quelqu'un, mais je dirais en mettant quelque chose de très positif et plein d'espoir derrière. Donc, ouais, ça m'a pas empêché de pleurer comme une madeleine et de me sentir perdue et c'était trop injuste. Ouais. Mais après, je suis venue, quand j'ai écrit mon premier livre sur le coaching, je suis arrivée là, ça y est, il me dit, tu voyais bien que je pouvais avoir confiance en toi, etc. Et bah ouais, voilà. Et puis je suis revenue une deuxième fois voir tous mes managers là, quand j'ai enfin eu quelque chose, une explication à l'âge de 57 ans qui disait « Ma fille, tu es autiste Asperger. » D'accord. Et j'en avais pas la moindre idée, en fait. Ouais. D'accord ? Ok. Voilà. Et là, et aussi, il y a aussi un passage qui m'a intéressé, c'est quand tu dis que tu changeais, en fait. Comme si, à chaque fois que tu allais devoir être confronté à la chose qui allait pas, hop, tu faisais un saut de puce et tu changeais de carrière, etc. Ouais. Et ce qui te permettait peut-être d'éviter, je sais pas si c'est d'affronter, mais en tout cas de devoir dire qui tu étais ou de deviner qui tu étais et pourquoi c'était comme ça. Non, c'est trop psychologique ce que tu dis en fait, beaucoup trop psychologique. J'allais me trouver confrontée avec des deadlines que j'allais pas pouvoir atteindre, toutes sortes de choses que j'allais pas pouvoir faire parce que j'étais incapable, je m'ennuyais à les faire. C'était trop horrible de les faire, des choses répétitives. Je me perdais dans ma tête en fait. Alors que être en relation avec des gens, n'importe qui, j'ai aussi bien été avec des éboueurs parce que ça s'est trouvé comme ça qu'avec des ministres. Hein. Voilà, des prix Nobel, n'en parlons pas. Mais ça, je sais faire. Mais aller me coltiner des reporting et tout ça, non. Et rentrer dans les cases, non. Mais ça, j'ai compris après. Ouais. Tu me fais penser à un collaborateur que j'ai eu, voilà, sur ce point, et qui d'ailleurs j'ai pas gardé. Bien sûr. En plus, et c'était ce que tu as décrit, c'est-à-dire que il était jamais où on l'attendait, mais il était toujours ailleurs. Et ce qu'il faisait quand il était ailleurs, c'était assez génial. Bah ouais. Et c'était compliqué à gérer au sein de l'équipe parce que les gens le comprenaient pas. En plus, il avait un poste de management. Il était responsable d'une unité. Et je me souviens, je lui disais, mais voilà, je vais pas dire son prénom, mais à chaque fois c'est pareil. On se fixe tous les deux. Et vous êtes d'accord au moment où on se les fixe des objectifs pour le trimestre, pour le semestre ou pour l'année. Et systématiquement, on se revoit, c'était avant que je mette en place les 1 à 1, etc. Et systématiquement, je vois bien que vous bossez comme un fou. Je vois bien que vous bougez des montagnes. Mais systématiquement, quand on se revoit au bout de 3 mois, c'est pas du tout les montagnes qu'on avait dit
qu'il fallait Et ouais. bouger. Et ouais. Et tu vois, et bon, d'ailleurs, je sais, j'ai plus de nouvelles, mais d'ailleurs, non, je l'ai pas, je dis une bêtise, c'est pas moi qui lui ai demandé de partir, c'est lui qui est parti. Ah, Et c'est il me très bien. l'a fait d'une manière très surprenante. Oui. Il m'a dit, parce que bon, il était sur une filiale, et il était, voilà, il venait au siège social où j'étais, Hum, et hum, puis donc il était à l'hôtel, et un jour il arrive, il rentre dans mon bureau comme ça, et il me dit, bon voilà Cédric, je démissionne. Je hum. dis, ah bon, je dis, mais attendez, vous avez décidé ça quand? Parce que je dis, Cette nuit. vous n'avez jamais parlé? Il dit, je l'ai décidé sur la route entre l'hôtel Ouais, et, tout à et fait. la société. Tout à Et fait. je Ouais. dis, bon voilà, et du coup, je lui ai dit, écoutez, moi je m'oppose pas à ce que vous partiez, mais vous n'allez pas démissionner, on va... Non, Hum. non, il dit, je démissionne, donnez-moi un papier, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Il dit, c'est évident, je dois démissionner, je peux pas vous expliquer. Bon, Ouais, il a brûlé ses vaisseaux, en fait. on Il a l'a tout fait brûlé. autrement, parce que Ouais. je me disais, mais il va se retrouver... Voilà, mais tu vois, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et ouais, et ouais. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'être portée par le fait que, avec mon mari, quand on était tout jeune, on a décidé qu'un ambitieux, enfin, un ambitieux, c'était pas de l'ambition, mais le métier, pour moi, c'était pas les choses les plus importantes. Moi, c'était la famille, les enfants, etc. Et travailler aussi, parce que j'ai besoin d'être utile à la société, et puis c'est important, enfin bon, plein de choses, ok? Voilà. Donc, je suivais volontiers. Et ça m'a sauvée parce que, à chaque fois, sauvée par le gong, sauvée par le gong, Ouais. sauvée par le gong. Mais ça pouvait pas durer tout le temps, quoi. Mm. Et quand je me suis retrouvée dans une société où je devais rester longtemps, eh bien, autant au début, c'était génial, j'adore, je faisais les choses vite, bien, de manière fouf, voilà. Autant à un moment donné, c'est la chape de plomb. Je suis sûre que plein de personnes qui nous écoutent C'est ça. savent très bien de quoi je veux parler. La chape de plomb, je m'en sors plus, c'est pas ça, c'est pas là que je veux être, c'est pas là, mais on le sait pas. Et puis on a peur que ça ne marche plus, en fait, parce que Mm. on a peur de se faire virer, on a peur de beaucoup de choses, Mm. parce que la société est faite de cette manière. J'ai vécu aux États-Unis, c'est pas pareil, en fait. Ou en Angleterre, j'ai un enfant, une fille qui vit en Angleterre, etc. Ils changent de boulot comme ça. Ouais. Ils n'ont rien à fiche. Ils ont plus de boulot, ils auront un boulot. Mm. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, c'est des gens qui ont des compétences. Oui, vas-y. Pardon. Le RH dont tu parles, c'était un anglo-saxon. Non, pas du tout. Ah d'accord, c'était un français. Pas du tout. C'était un Français, mais il était vraiment quelque chose. C'était quelque chose. Oh oui, bon, puis en plus, il y a... Non, Ouais. non, non, non. Et du coup, alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que oui, donc c'est ça. Et le bilan de compétences, là, ça a été magique pour moi. C'est pour ça que je me suis formée au bilan de compétences aussi. Même si c'est vraiment des cadres très très précis et Calliope et machin et trucs, parce que je sais que donc j'ai appelé mes bilans de compétences bilan de compétences pour un parcours atypique, parce que les gens ne savent pas toujours qu'ils sont atypiques, mais souvent ils ont des parcours atypiques. Mm. Et ça m'a fait accompagner quelqu'un qui travaille dans les égouts de Paris, tout comme des managers, parce que c'est des gens qui sont perdus dès le début, ils sont perdus, ils sont Mm. pas comme les autres. Et il y a ceux qui ont la chance d'avoir une famille derrière qui les comprend, qui les pousse, qui les tire, ou des gens qui rencontrent, qui les poussent, qui les tirent, et ils se retrouvent quelque part avec un bon gros syndrome de l'imposteur en disant mais qu'est-ce que je fais comme directeur de cet entrepôt? Mm. Bah c'est que tu as mis du temps pour y arriver, c'était un peu tordu, mais c'est là que tu devais être. Et puis d'autres qui se perdent un peu dans beaucoup de choses et qui vont faire des métiers complètement pas du tout intéressants et qui se perdent vraiment. Et c'est ça qui est vraiment triste en fait. Hein. Et donc les bilans de compétences, eh ben ça peut vachement aider. Pardon, excusez-moi. Beaucoup aider. Soyons un peu polis. Beaucoup aider à comprendre qu'on n'est pas exactement dans. Enfin, quels sont nos clous à nous et là où on veut se développer et là où on va être, parce que ça vient toujours avec, utile, là où on va avoir, il va y avoir du sens, etc., etc. Et où ça va valoir le coup de se lever le matin. Ok. Ouais. Donc ta mission aujourd'hui, c'est quoi? Ma Tu mission, as trouvé comme mission. qui m'a trouvé, oui, parce que j'avais pas la moindre idée. J'ai jamais cherché quoi que ce soit. J'ai jamais, et encore une fois, beaucoup d'entre vous allez vous reconnaître parce que si vous êtes manager, si vous êtes dirigeant, certainement que c'est ça. Il y a des choses qui vous ont non pas porté, mais qui ont été des évidences. Comme le gars dont tu parles, hein. C'est une évidence. Mm. C'est ça que je vais faire. Je vais quitter mon boulot. Ça fait 2 ans que je suis dedans. Je peux plus. Ou bien, voilà. Donc ma mission à moi, c'est d'accompagner les personnes. Donc c'est en coaching, c'est en formation, bon, toutes sortes de choses, pour qu'ils comprennent comment ils fonctionnent. Ok. Alors pas psychologiquement, pas du tout, hein, mais
J'ai ce qu'on appelle, vous avez entendu parler déjà de ça, l'intuition de l'expert. En fait. Je me dis experte. J'ai 5000 heures de coaching individuel et j'ai accompagné 1 millier de personnes déjà. Je vois une personne, je l'entends, je vois son sourire, je vois ses yeux, je vois qu'elle m'a choisi sur mes plateformes. Ça veut dire qu'elle n'a pas été dégoûtée par mon profil ni par ma vidéo. Voilà. Et j'ai toujours les mêmes personnes qui viennent. En fait, c'est extrêmement bizarre, mais maintenant, je trouve ça normal. Et donc, je vais leur montrer par A plus B et aussi avec des lectures, avec des conférences, avec des articles. Enfin, je suis pas toute puissante ni toute sachante, pas du tout, hein, d'aucune manière. Je dis allez voir pour vous-même, et vous allez voir qui vous êtes. Et en tous les cas, moi, je sais comment vous êtes. Donc ma mission, c'est de leur faire comprendre comment ils fonctionnent et de savoir comment se servir d'eux-mêmes pour être au mieux possible dans leur vie. Se servir d'eux-mêmes pour grandir eux-mêmes, pour arrêter de se tirer des balles dans le pied, ou de se cacher derrière le syndrome de l'imposteur, de donner l'impression qu'ils ont confiance en eux alors qu'ils ont aucune estime d'eux-mêmes, de savoir mieux se vendre, enfin toutes ces choses-là, de prendre toutes leurs dimensions. Okay, et puis quand ils sont managers, bien sûr, d'utiliser toutes ces choses qu'ils savent pour eux en repérant des gens dans leurs équipes, etc., qui vont pouvoir utiliser au maximum. Et là, quand je dis utiliser, à nouveau, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, qui êtes certainement concernés, sachez que utiliser n'est pas du tout péjoratif. Vous avez besoin qu'on vous utilise pour que vous éclatiez votre cerveau. Il y a le mot en anglais qui vient, mais thrive, c'est-à-dire vraiment, il s'étale vraiment de partout, quoi. Votre organe principal, c'est ça. Les autres aussi sont bien. Il y a des sportifs, il y a tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'artistes parmi vous, parmi nous. Mais le cerveau, il a besoin d'oxygène. Okay. Est-ce que... C'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Ma mission, c'est connaissez-vous pour vous utiliser au maximum et aider les autres aussi. Je vais te demander de définir ce que ça veut dire neurodivergent. Oui. Mais avant, j'ai juste une question très rapide. Est-ce que tu confirmes que quelqu'un qui est neurodivergent, il peut travailler à l'intérieur d'une structure, dans une société où il y a une hiérarchie, et donc où il y a des règles assez précises, etc. Ou est-ce que tu penses que très souvent ça passe par s'émanciper complètement par rapport à une structure et créer son propre poste, etc., etc. Non, les deux sont possibles. Il y en a qui sont complètement coincés dans leur structure. Et ça, c'est grave parce que eux, ils manquent d'oxygène complètement. Puis il y a ceux qui sont bien. Bon, je donnerai des exemples, c'est pas le moment maintenant. Non, les deux sont possibles. Retenez juste cette expression, aménager votre cage dorée. Voilà. Quand vous avez le secret pour aménager votre cage dorée, eh ben, vous avez tout compris et vous pouvez vous éclater à l'intérieur d'une structure. Il n'y a pas de souci. J'adore. Ok. J'adore. Ah oui, moi, aménager sa cage dorée, ça me parle. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que la neurodivergence? C'est ça que tu me dis, hein, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, la normalité, c'est on s'attend à ce que les personnes fonctionnent d'une certaine manière, même si c'est très large. L'éventail est très large, hein, les gens sont tous différents les uns des autres. Et comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont encore plus différents que les autres. Et ça se voit même aux IRM, dans des IRM, sur le cerveau. Hein. C'est pas du tout des idées. Ça a pu l'être, mais maintenant on le voit de plus en plus. Et la neurodivergence, alors je vais vous donner des étiquettes là maintenant, mais on va vite les oublier, elles n'ont aucun intérêt. Ok, strictement aucun intérêt. Les gens neurodivergents, c'est ceux qui par leur câblage neurologique donc sont divergents. Il y a plusieurs catégories de gens comme ça. Les premiers, c'est les personnes qui sont HPI, donc les fameuses zèbres que tu as déjà rencontrées. Ok, HPI, haut potentiel intellectuel. On a aussi les personnes qui sont TDA, qui ont des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc TDAH, j'ai même rencontré un TDA hypoactif et c'était très drôle, il débranchait pendant les réunions. Il nous avait averti avant, mais débranché, il n'était plus là. Donc voilà. Vous avez aussi quelque chose d'extrêmement courant, c'est les troubles 10, d'accord? Et vous avez aussi... C'est quoi les troubles 10?
Les troubles 10, tu connais pas? Si, tu connais. La dyslexie, la dyscalculie. Oui, tu connais. Quand je dis 10, tu as imaginé le chiffre 10, le nombre 10 peut-être. Oui. Je sais pas. Ok. Dyslexie, je connais bien. Donc ceux-là sont très courants et je me rappelle il y a 25 ans, ben c'était pas du tout considéré comme ça. Oh pardon. Ça n'existait pas du tout en fait. Voilà. Et maintenant c'est chouette parce que vraiment on s'en occupe. Et puis il y a l'autisme. Donc je récapitule. Le HPI, le TDAH, les troubles 10 et l'autisme. Alors, les troubles 10 et l'autisme, c'est un spectre. Okay. Donc, les gens peuvent être touchés d'une manière plus ou moins forte. L'autisme, vous pouvez avoir un autiste non-verbal qui évoluera jamais, etc. Alors que dans sa tête, il se passe des tas de choses et on commence à trouver plein de choses. Et ça peut aller jusqu'au syndrome d'Asperger, qu'on n'appelle plus comme ça parce que plein de choses, mais enfin bon, voilà. Ce sont des gens qui sont en général extrêmement intelligents et tout, mais ils sont complètement à côté de la plaque aussi, certainement dans tout ce qui est interaction sociale. Ouais, okay. Alors, souvent, quand on parle de ça, on nous dit Rain Man. Ouais, bah ça c'est vraiment daté. C'est complètement daté parce Donc, en fait, tu veux savoir si quelqu'un est autiste, tu jettes une boîte d'allumettes par terre et tu lui dis il y en a combien. Et là, t'es bien embêté parce que il comprend pas pourquoi t'as jeté la boîte d'allumettes et il va dire monsieur, il a jeté la boîte d'allumettes par terre. Ok. Non, en fait, il y a énormément de choses. Alors, j'explique beaucoup de choses là-dessus dans mon livre, là, le syndrome d'Asperger au travail. Et au fait, excusez-moi, je ferme souvent les yeux. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est comme ça que je réfléchis parfois parce que je suis autiste Asperger. Et les hommes et les femmes sont complètement différents, etc. Donc, le fameux Rain Man, c'est pourquoi Rain Man et pourquoi les idées reçues qu'on a sur les autistes, c'est Rain Man. C'est parce que Hans Asperger, alors maintenant on sait que ça a été un nazi, il envoyait les gens en camp de concentration une fois qu'il les avait utilisés. Hein. C'est connu, maintenant on le sait, mais bon, voilà. Si vous avez envie de lire là-dessus, vous gênez pas. Mais donc, il avait à sa disposition des jeunes garçons, en fait. Et donc tout ce qu'il a vu et ce qu'il a décrit, donc il a eu le temps de faire avec ses petits, cobayes, eh bien, ça concernait des garçons. Ok. En fait, d'accord. Alors que les filles, on est au moins autant concernées par le syndrome d'Asperger. Bon, je vais rester là parce que c'est ça que je connais le mieux. Et puis c'est ceux-là qui sont au travail aussi, hein, d'accord. Sauf dans des usines spéciales où il y a des gens qui font vraiment des actions et tout, mais c'est pas pareil. Je pourrais en parler, mais c'est pas vraiment dans ce podcast qu'il faut en parler. Et du coup, les filles, on est complètement différentes. Okay. Et il y a des filles qui fonctionnent comme les garçons qui fonctionnent comme des filles. Je rentre pas là-dedans, mais voilà. Donc on a des problèmes avec les interactions sociales. On a des problèmes avec l'empathie et la perception des autres, et on a ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. Hommes et femmes, c'est pareil. Sauf que les hommes n'ont pas d'empathie, ne comprennent pas que les autres existent, etc., ne savent pas interagir avec les autres, et ne vont jamais commencer une conversation, interaction sociale, c'est ça. Ils vont répondre à vos questions, mais ils vont pas venir vous chercher. Et tout ce qui est empathie pour les femmes, eh ben nous, on est à l'extrême. On peut être à l'extrême. On est ce qu'on appelle hypersensible, etc. Moi, je peux voir je te connais pas, Cédric, au moindre petit mouvement d'un de tes sourcils, je sais si tu es content ou pas content, etc. Si tu forces ton sourire, etc., etc. Quelque part, j'arrive à lire les gens. Je fais pas exprès, hein, mais c'est une manière de se protéger aussi. On sait, pour savoir si l'autre est un ennemi ou un ami, s'il va nous faire du mal ou pas, en fait. Hein, d'accord. Et en ce qui concerne les intérêts spécifiques, donc un autiste allumette, comme tu dis, va avoir un intérêt spécifique qui va être les dinosaures, qui va être les étoiles, qui va être n'importe quoi, toutes sortes de choses dont on n'a pas la moindre idée. D'accord. Et il va tout savoir dessus et il va te bassiner avec ça. Il ne saura pas discuter d'autre chose. Ok. Ok. Donc, c'est des intérêts spécifiques, très spécifiques, qui peuvent changer d'ailleurs. Ok. Les filles, on est complètement différents. Moi, mon psychiatre m'a dit, j'ai dit, mais non, mais quoi, mais non. J'ai pas d'intérêt spécifique d'ailleurs. Il me dit, ah, toi, si, c'est le génie humain. Le psychiatre était mon collègue à un moment donné parce que, voilà. Toi, c'est le génie humain. Je lui dis, ah bon, c'est un intérêt spécifique? Il me dit, oui. Je dis, chouette, je suis tombée au bon endroit, mon boulot. Donc, ça peut être le sport, ça peut être les animaux, ça peut être toutes sortes de choses. Ok. Voilà. Donc, on avait les TDAH. TDAH, c'est aussi... on avait les HPI, les TDAH. TDAH, c'est des gens
vous en avez certainement au travail, j'imagine, si vous êtes manager, des gens qui commencent des trucs et puis qui s'interrompent tout le temps pour faire autre chose. Parce qu'ils s'ennuient, parce que un peu comme des petits papillons parfois. Et eux-mêmes, ils s'en veulent, mais ils savent pas comment faire. Donc, il faut les aider à prioriser. Il faut pas leur donner rendez-vous tous les 3 mois, mais investir le temps qu'il faut. C'est un investissement et on n'a pas beaucoup de temps, hein, mais voilà, pour les aider dans ce sens-là. Okay. Et c'est des gens en général qui sont qui ont beaucoup de créativité, etc. Mais ils sont pas dans les clous. Ils sont pas là où on les attend. Et les 10 aussi. Alors c'est des gens qui ont, par exemple les dyslexiques, c'est les plus courants, les plus communs, qui ont des problèmes avec la lecture, l'orthographe, etc. Ils voient tout mélanger. Ils n'arrivent pas à faire les choses. Et pourtant, ils arrivent à être managers, ils arrivent à avoir des postes à responsabilité. Et ça veut dire qu'ils ont dû faire vraiment des parcours du combattant, comme les autistes aussi, des parcours du combattant pour être là où ils sont. Donc, effectivement, ils vont faire des fautes d'orthographe. Effectivement, ils ont plus besoin d'oral que d'écrit, alors que les autistes, ils vont avoir besoin plus d'écrit que d'oral. Ok ? Mais ils ont des qualités absolument fabuleuses de résilience, de créativité, de résistance au changement, par exemple, et tout, parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils ont été là-dedans. Et battants. Moi, j'en ai eu aussi sur mon management, en particulier, qui se reconnaîtra. Et ce que j'avais vu, c'est qu'il était très rapide. C'est-à-dire que oui, il avait tous ses problèmes d'orthographe, etc. Et qu'il envoyait un mail à un client, on faisait tous, non! Tu t'appuies pas sur Enter, tu vas pas, non? Ouais, de relire avant, etc. Ouais. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait, mais il est plus dans la boîte, mais il a résolu son problème, hein, quasi, puisque j'échange toujours avec lui en SMS, il fait plus de fautes. Ouais, il y en a qui y arrivent, oui, tout à fait. Il a résolu, mais en revanche, il y a des logiciels, hein, au fait, si c'est que à distance, il y a des logiciels, ouais, tout à fait. Peut-être qu'il utilise ça. Et en revanche, ce qui était incroyable, c'est la vitesse à laquelle il analysait les situations. Il trouvait la solution très vite. Il était très rapide de ce côté-là, à condition que ce soit pas hyper complexe. C'est-à-dire que s'il y avait trop, il se perdait après. Mais c'est vrai qu'on a l'impression par moment de reconnaître des patterns comme ça dans notre environnement. Tout ce que tu dis, je vais te donner un dernier exemple, puis après. Non, mais ça va, je parle trop de toutes les façons. Le gars dont je te parlais tout à l'heure, qui avait démissionné entre son hôtel et le bureau, une fois, il intervient à l'étranger sur une mission export très technique. Et il revient et il dit, si ça vous intéresse, je vais vous faire des slides. Donc j'ai préparé des slides à propos de ma mission. Donc, oui, si vous voulez. Et donc il nous met en salle de réunion. Il nous fait une présentation. Et en fait, ce qu'il nous présente, c'est tous les aspects culturels et anciens du pays dans lequel il était intervenu. Absolument rien à voir avec sa mission et ce pourquoi il était envoyé, mais comme, je sais plus, ça s'est allé, c'était à cheval, tu sais, sur 2 semaines, et il y avait un week-end au milieu. Il avait mis à profit son week-end. Et en fait, sa restitution, ce qu'il avait envie de nous restituer, alors qu'il avait fait une super mission là-bas, c'était pas du tout ça. C'était ce qui l'avait intéressé, l'origine des civilisations et machin, etc. Et c'était assez touchant, en fait, enfin, pour moi, j'avais trouvé ça bien. Je me disais, et je voyais bien les gens, ils se disaient tous un peu, mais on comprend pas pourquoi il est en train de faire ça. Mais peu importe, il était en train de nous apporter quelque chose, finalement, qui n'était pas du tout prévu, mais il nous apportait quelque chose. Ouais, c'est intéressant, ta remarque, parce que tu dis c'est touchant, etc. Ah oui. Et en fait, c'est passionnant ce que tu racontes. Et là, tu vois, les autres se demandaient pourquoi, etc. Oui. C'est les deux mondes. Les deux mondes sont là. Les normaux pensants, comme on dit, mais c'est péjoratif. Je sais pas, normal ou pas normal, on s'en fout. Qui se disent, et pourquoi pas lui demander? Et pourquoi pas discuter avec lui? Mais qu'est-ce qui fait que tu fais ça? Ok. Moi, il m'est arrivé une fois dans la fameuse boîte où j'avais mon DRH. C'était à Grenoble, donc on était un jour, toute une journée de liberté en montagne. Et on avait commencé la journée par une pluie monstrueuse. Et on était tous arrivés trempés, vraiment. On s'est retrouvés tous en slip et en culotte dans le chalet qu'on avait réservé et tout. Puis à un moment donné, la pluie s'est arrêtée, il y avait le grand soleil. Okay. Et moi, je me retrouve en train de dire,
Oh là là, mais vous imaginez un truc pareil? Il y a des gens qui auraient pu mourir pendant ce temps-là parce que noyés, parce que ci, parce que là. Et je voyais mes collègues qui rigolaient entre eux en me disant, mais elle est complètement folle. Elle a dû le dire simplement que après la pluie vient le beau temps. Oui, mais non, mais il y a plein de choses là-dedans. Ouais. Et bon, j'ai laissé tomber, j'avais l'habitude qu'on m'écoute pas quand je disais des trucs comme ça. Et c'était énorme pour moi. Enfin, plaque, un truc qui aurait pu tout emporter. Et puis après, il y a le beau temps. Et puis voilà, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais alors justement, euh, quand ça arrive, toi, tu ressens quoi quand t'es la personne justement qui a ce truc, ce feeling que personne n'a et qui en parle, et les autres sont stupéfaits et on passe à autre chose. Tu dis, Bah, c'est aussi depuis toute petite que c'est comme ça, où on ouais, se moque de toi, où on te harcèle, où on te met de côté parce que t'es the odd man out, c'est la personne étrange. Hein. ouais, ouais. Les enfants sentent ça parfaitement bien. Hein. Ah oui, Ils oui. te mettent de côté tout de suite. Hein. Ils savent très bien que t'es pas comme eux. Hein. Hmm, Toi, t'as pas la moindre idée, mais donc t'as l'habitude. T'as hmm. l'habitude de pas être entendu, de pas être écouté, etc. Donc t'es un peu triste. Puis tu rigoles, et puis tu essayes moi j'essaie d'expliquer encore un peu plus, puis ils disent mais non, mais t'es en train de dire que la pluie, le beau temps. Je dis mais enfin, mais vous, je dis, allez vous faire voir. Mais bon, ça me fait plus rien en fait, hein. Parce que je sais maintenant, tu vois. Hmm. Mais les gens, Ouais. on n'est pas pareil, simplement, on n'est pas pareil. On a l'air d'avoir une enveloppe pareille, mais on n'est pas pareil. Passez 2 jours avec moi, vous allez voir. Pas en formation par contre, Ouais. pas en formation. Hmm. Parce que quand je donne des formations, etc., j'ai demandé à mon psy, je lui ai dit mais comment je peux être formatrice alors que c'est si fatigant, les interactions sociales, etc., Oui. etc. Il me dit, ah oui, mais quand tu es formatrice ou quand tu es coach ou quand tu donnes des conférences et tout, même formatrice, tu es en représentation. Tu n'es pas en train d'interagir. Ok. Tout comme les présentations, les personnes qui ont des problèmes 10, etc., ils sont super bons en présentation, en fait. Parce que c'est l'oral, parce qu'ils sont bons, ils savent parler, etc. Enfin bon, voilà. Donc, pour revenir, je fais un tout petit truc. Donc, il y a 4 étiquettes qu'on va se dépêcher d'oublier. C'est donc le haut potentiel intellectuel, l'hyperactivité ou pas, mais problème de concentration, qui se travaille très bien, les troubles 10 et l'autisme. Alors, je le dis peut-être à ta place, Cédric, je vous ai mis vous trouverez Oui, oui. sur le podcast un document qui va reprendre tout ça d'une manière, alors la manière dont il faut le prendre vous, messieurs, mesdames les managers, messieurs, mesdames les dirigeants. Une personne, c'est une personne. Elle est complètement différente de tous les autres. Vous voyez, je vous raconte des choses, Cédric vous en raconte d'autres. Voilà, c'est pas, on nous mettrait tous sur une planète à part, on serait tous différents les uns des autres. Hmm. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est de connaître sa personne, ses différences, ses besoins. C'est tout. Et il n'y a pas grand-chose en général. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Quand je fais des sensibilisations, les gens ils sont un peu effrayés au début. Puis je dis non, mais ça c'est le cas général et tout ça. Maintenant, prenons votre personne. Parce que j'accompagne beaucoup des personnes Asperger, par exemple, dans des sociétés comme la SNCF, Orange, tout ça. On vient me chercher en me disant « Judith, on a quelqu'un, s'il vous plaît, venez l'accompagner. » Et bien sûr, nous accompagner. J'accompagne le système pour aller vers la performance. Moi, j'oublie jamais ça, en fait. Hein. Vous allez trouver plein de gens qui vont... je travaille en milieu psychiatrique aussi, etc. Ouvert, hein, les gens travaillaient. C'était... on va faire notre mieux pour que la personne soit bien. Ah, c'est pas comme ça l'entreprise. Je suis d'accord. C'est pas ça l'entreprise. L'entreprise, c'est la performance. Bien sûr. Chacun à son niveau. Et c'est aussi le bien-être au travail. Donc la qualité de vie au travail d'une équipe où il y a quelqu'un qui dysfonctionne, qui fonctionne pas comme les autres. La personne, elle est pas bien, ou bien elle s'en fout, elle se rend compte de rien, ça c'est possible aussi. Et l'équipe est pas bien. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des tas de choses qui vont pas. On peut aussi contourner la personne et faire 2 fois plus de boulot parce qu'il y a rien à en attendre, soi-disant, etc., etc. Donc, quand vous avez une personne neurodivergente dans votre équipe, eh bien, une ou plusieurs, eh bien, l'important c'est de savoir qu'est-ce qui va faire qu'elle va être performante, voire surperformante, parce que vous saurez bien l'utiliser. Ou elle saura bien s'utiliser. Là, on arrive à quelque chose d'extrêmement délicat, qui est le fait que, déjà, les gens qui savent qu'ils sont différents, par exemple, tous les troubles 10, etc., on va enlever le HPI, en fait. Je vous en parle après.
Déjà, on le sait pas du tout obligatoirement, pas du tout. Je peux vous donner des tas de statistiques, elles sont fausses, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Ok? Et quand ils savent, les gens, ils ont pas toujours envie de le dire. D'accord? Ils n'ont pas toujours envie d'avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ils n'ont pas envie d'être mis de côté. Ils n'ont pas envie, souvent, je vois ça chez les autistes, je ne veux pas profiter du système. Et tu profites de rien? Si, je veux pas profiter du système. Je suis comme les autres. D'ailleurs, ça se voit pas. Et là, on est mal barré. Ok? Donc les gens savent ou ne savent pas. Quand ils savent, ils disent ou ils ne disent pas. Donc, tout ce que je vous ai dit là maintenant, votre personne dans votre service, il faut que ce soit quelqu'un qui dise. Qui dise. Si la personne ne dit rien, légalement, de toutes les façons, vous n'avez pas le droit d'essayer de trouver ni quoi que ce soit, ça, on s'en fout, ça, voilà. C'est une personne, elle est comme elle est, et puis c'est tout. D'accord? Par contre, s'il y a une sensibilisation à la neurodiversité dans votre entreprise, et je parle bien du sol au plafond, hein, parce que tous les gens sont concernés. C'est pas juste, les dirigeants, les managers, etc. Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça veut dire qu'on peut ouvrir le sujet entre personnes. Vous voyez, avec le disque, par exemple, vous avez tout bleu, 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 et tout jaune, jaune, jaune. Ils ont du mal. Alors, tout bleu, bleu, c'est des gens qui sont extrêmement cadrés, qui suivent les règlements, les procédures, etc., et qui n'ont pas obligatoirement beaucoup, ou qui n'utilisent pas beaucoup d'imagination, d'intuition, etc. Alors que les jaunes, c'est des olé olé à côté, hein, d'accord? Ces gens-là ne s'entendent pas parce que pour les uns, les autres sont des artistes, les autres sont des embêtants. Enfin bon, voilà. Et ben, quand on sait que la neurodiversité existe, et c'est une couche bien plus profonde que ça, mais ça, c'est des signaux, hein. Eh bien, on peut parler sur ce terrain-là. J'ai l'impression qu'on se comprend pas tous les deux, vraiment. Voilà. Comment on peut faire pour se comprendre et arriver à la performance ensemble? C'est intéressant ce parallèle-là parce que je pense que ça parlera à tout le monde, hein, puisque sur le podcast, on a fait des épisodes complets sur le disque, beaucoup. Et ça marche. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un bon outil quand on veut rétablir la communication dans une équipe, parce que ça permet de s'observer et de se rendre compte qu'on est différent, sans se juger positivement ou négativement, parce qu'on est juste différent. Et ça permet aussi presque d'avoir de l'humour vis-à-vis de soi. Bien sûr, fais pas ton bleu, fais pas ton jaune, ou j'ai besoin que tu fasses ton bleu, j'ai besoin que tu viennes m'aider à terminer un truc. Et quand j'intervenais en entreprise, je savais que j'avais gagné quand les gens commençaient à faire exactement ce que tu viens de dire. Ah ouais, mais non, mais là, c'est parce que t'es bleu. Non, alors moi, je disais pas les couleurs, hein. Moi, j'ai bah ouais, mais là, tu refais ton dominant. Bah ouais, mais c'est normal parce que toi. Et à partir du moment où on fait de l'humour, on peut en parler, c'est gagné. Parce qu'on n'est plus sur le jugement personnel, est-ce que c'est bien, pas bien. On est sur, on s'est rendu compte qu'on était différents, qu'on a des modes de fonctionnement qui sont différents. Et donc, on peut commencer à en discuter. Exactement. Et tu vois, j'avais jamais fait le lien avec la neurodiversité parce que c'est le même processus en fait finalement. C'est exactement pareil, mais c'est une couche en plus en fait. C'est une couche plus profonde en fait, parce que quand tu as fait tout ce que tu dis, les ateliers, le disque, etc., ou d'autres choses, hein, le MBTI, toutes sortes d'autres choses, eh bien, tu as juste éraflé la couche. T'es dans la normalité en fait, tu vois. Sauf qu'il y a des gens qui sont vraiment très, 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 très bleus. Et que bleus. Que bleus. Il y a des chances que ce soit des personnes qui ont des traits autistiques, par exemple. Tu vois, je me permets pas de le faire, mais j'ai fait des tests comme ça, des disques avec des personnes qui ont des traits autistiques. Eh ben, le bleu, il est hyper dominant chez les garçons. Très représenté. Pas chez les filles. Moi, je suis 98% jaune. Ah ouais. Et 98% jaune, 70% vert. Et alors en bleu, c'est très compliqué parce que quand je suis au naturel, je crois que j'ai 16%. Et quand je suis adaptée, eh ben, j'ai plus que 3 ou 4. Parce que l'adaptation, pour moi, c'est la liberté d'être qui je suis. Parce que je me suis libérée, tu vois. Et bon, bah voilà, j'ai mis en place des trucs extérieurs pour s'occuper de moi, pour pas que voilà. Mais voilà. Donc, trop de quelque chose. Alors, je laisse de côté le vert et le rouge, c'est pas tout à fait pareil, c'est vraiment le bleu et le jaune en fait, qui sont pour moi qui me parlent énormément en fait. D'accord. Mais bon, ça veut rien dire.
Des fois, je trouve des choses un peu, parce que les gens aussi savent s'adapter. Beaucoup de gens, comme tu as dit, ta personne, là, peut-être que c'est un logiciel, c'est n'importe quoi, mais il y a des outils qui existent de plus en plus. Aussi bien les coachs que que ça. Moi, mon boulot en entreprise, c'est d'être traductrice. Je comprends très bien le milieu de l'entreprise, parce que j'étais assistante, parce que j'ai foiré, parce que j'ai beaucoup aidé beaucoup de managers, etc. Je pense que j'étais coach avant l'heure, hein, vraiment beaucoup, ouais. Et je connais les personnes différentes. Je les connais au fond de ce qu'elles ressentent, etc. Je le connais. Pardon, mon micro, excusez-moi. Je le connais vraiment de l'intérieur. Et je peux faire la traduction de l'un vers l'autre. Voilà. Donc, quand on se retrouve avec du disque, etc., c'est sympa, c'est des trucs un peu de salon, on va faire de l'humour, etc. La neurodiversité, c'est autre chose. C'est des choses même d'en discuter, c'est compliqué, en fait. Une personne autiste, c'est pas à discuter de tout ça, vraiment. Et une personne... Oui, vas-y, pardon. Oui, j'allais dire, peut-être qu'une approche, ça pourrait de nous dire un petit peu quels impacts ça peut avoir dans une équipe. C'est une manière peut-être de repérer qu'il y a quelqu'un dans notre environnement qui est neurodivergent, de se dire, bah tiens, s'il y a ce problème-là qui revient fréquemment, est-ce que tu aurais des exemples ou des anecdotes précises? Parce qu'en fait, les deux questions que je t'explique pourquoi je te demande ça. Oui, vas-y. J'ai deux questions qui vont venir derrière. C'est comment je sais si je suis neurodivergent, moi, ou comment je me rends compte si j'ai quelqu'un qui est neurodivergent dans mon environnement. C'est ce que les gens vont se demander. Je pense qu'à travers les anecdotes et les descriptions que tu te donnes, on commence à... Je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous dites « Ah bah tiens, c'est marrant, mais moi ça je le fais quand même assez souvent. » Ou bien « Bah ouais, dans mon équipe, Janine, elle est un peu comme ça. » Est-ce qu'il y a un moyen, je veux dire, sans poser un diagnostic, mais juste d'avoir une alerte, de dire « Tiens, c'est marrant, ça y ressemble. » Ouais, tout à fait. Alors, les impacts. Moi je vais vous parler en coach, là. Ok. En coach, c'est qu'il y a toujours les mêmes objectifs qui arrivent. Okay. Les gens, ils savent pas obligatoirement des tripartites où le manager va me dire je voudrais qu'il réenchante son quotidien, il est pas bien en ce moment, etc. Ça peut être le manager d'une personne qui est très haut placée aussi. Hein. Ouais. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on voit très souvent arriver comme objectif en coaching, c'est parce qu'ils c'est un manque de confiance en soi. C'est un problème dans la gestion des émotions. C'est l'incapacité de se vendre, de vous faire voir qui ils sont. C'est trop compliqué. C'est aussi la gestion l'équilibre vie pro, vie perso, qui est souvent très bousculé, parce que ce sont des personnes très souvent qui n'ont aucune limite. En fait, dans la mesure où elles font des choses qui leur plaisent. Et alors là, vous voyez, je mélange les personnes neurodivergentes qui vont trop vite, qui vont trop loin, etc. Ça, c'est une partie de neurodivergence. Et d'autres qui sont tellement coincés, ça sera plutôt les autistes, etc., qui vont être complètement ailleurs. Là où les uns sont trop rapides, les autres sont trop lents. Là où les autres sont hyper proactifs, les autres vont attendre qu'on leur dise exactement quoi faire, etc. Ces deux, c'est de la neurodivergence. Donc, si je vais dans les hyper rapides, etc., ça va être la communication. Je ne sais pas communiquer avec les autres à leur niveau. Je dépasse un peu, ma pensée va extrêmement vite. Je vois les choses avant les autres. Comment ça se fait? J'y comprends rien parce que je sais pas, moi, je connais pas. Je crois que tout le monde est comme moi. Donc, je sais pas m'adapter aux autres. Quand on me demande d'expliquer quelque chose, hop, je donne déjà la solution, mais explique. C'est difficile avec quelque chose qui m'est tombé de la tête parce que je le sais, tout simplement. Ou je le vois, tout simplement. Ok? Ce sont des personnes donc qui, par exemple, quand elles font des présentations, qui écrivent des mails, etc., vont donner des millions de détails, vont étouffer les autres, en disant mais pourquoi? Ça part d'un très bon sentiment. Je veux que tu aies exactement les mêmes éléments que moi. Je veux que tu comprennes tout comme moi, parce que moi, ma valeur principale, c'est l'équité, c'est la justice. Je veux que tu... Ça, c'est le vert chez ces personnes-là et là. Hein.
Je veux les quitter. Donc je vais tout te donner, je vais t'étouffer, mais bon. Et un exercice à faire avec eux, c'est écoute, comprends le but, l'objectif. Avec quoi tu veux qu'ils partent de ta présentation? Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent dans ce que tu es en train d'écrire? Et puis tu leur dis carré, clac, 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 clac. Et si jamais ils ont des questions à poser, ils vont revenir. Puis souvent, ils viennent me voir, me dire, mais ils sont pas revenus. Je dis, peut-être qu'ils ont compris ce que tu as dit. C'est pas possible. En fait, c'est un conseil qu'on donne. Moi, je suis D. Et Oui. ce que je dis à mes collaborateurs, c'est vous mettez la conclusion en premier. Toujours. Quand vous me Oui. parlez, vous démarrez par la conclusion. Ouais. Mais ça peut être mal perçu. Tu vois, ça peut, ouais, en fait, ça l'intéresse pas, en fait. J'ai vachement bossé. Et en fait, je vais arriver. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est juste la conclusion, alors que j'ai vachement bossé. Bah, bien sûr. Et toi, t'es D, et puis tu te dis, bah ouais, mais moi, même si t'avais peu bossé, je serais content aussi. C'est vrai? Ouais. Le D, c'est le rouge, hein. Oui, mais bien sûr. Ouais, c'est le rouge. Etc. Ouais. Donc il y a ça, la gestion des émotions. Donc oui, besoin de sens, besoin de vision. Alors souvent dans les entreprises, surtout à des postes élevés, etc. Messieurs dames qui m'écoutez, vous vous retrouvez pris dans des trucs politiques, des injonctions paradoxales, etc., etc. Et ça c'est terrible. Des fois, on veut bien comprendre. Mais des fois, ça va bien 5 minutes, quoi. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour faire avancer le monde. Je vois bien que tout va dans le mur. Je vous le dis. Mais ouais, mais tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Ok, c'est pas grave. On verra. On gérera ce qui se passe après. C'est là que je parle de aménager sa cage dorée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quelque chose qui est très important, c'est la frustration de certaines personnes. Elles ont été embauchées à un certain niveau. Elles ont plein de choses devant elles, dans les mains, etc., etc. Et elles se retrouvent un peu pieds et poings liés. Ok? Les gens vont pas assez vite. Non, c'est pas qu'ils vont pas assez vite, pardon. Ils vont pas aussi vite qu'elles, en fait. Et elles, les personnes ne savent pas qu'elles peuvent ralentir, ne savent pas qu'elles doivent se mettre au niveau des autres, etc. Donc, quand on en discute ensemble, et des fois j'ai des vraies crises de larmes chez des cadres très très sup de 50, 55 ans, etc., plein de responsabilités, qui me disent deux choses. Ah, enfin, je comprends ce qui se passe. Ou deux, mais bon sang, c'est maintenant que je l'apprends, c'est pas possible. Ouais. J'ai perdu tellement de temps. Okay. En allant vite. Ouais, c'est ça. Donc, et souvent, c'est des gens qui prennent pour des défauts certaines choses, la procrastination, etc. Alors que s'ils comprennent d'où ça vient et comment ils peuvent eux-mêmes maîtriser ça, tout en procrastinant toujours, eh ben, c'est des atouts. C'est pas des tares, en fait. Bon, bref. Toujours est-il que la cage dorée, c'est les personnes qui sont dans cette situation de frustration, où il n'y a plus trop de sens à leur travail, ou voilà. Ils n'ont pas de vision de la suite, ils commencent peut-être à s'ennuyer, à tourner en rond. Et l'obligation de rester dans leur poste. Parce que, il y a la maison à payer, il y a les études des gosses, il y a ci, il y a ça, je gagne un super salaire, on a confiance en moi. Voilà. La cage dorée, c'est, écoute, tu vas prendre la dimension de tout ça, il faut que tu comprennes bien que ton poste c'est ça et c'est pas autre chose. Parce que ton boss ne peut pas te comprendre. Le miracle, c'est quand le boss vous comprend. Ça, c'est bien. Et alors, quand le boss s'en va, les gens, ils veulent aussi partir. Ils veulent pas rester. Donc, quand ton boss ne te comprend pas, et c'est comme ça, et puis il a peur de toi parce qu'il a peur que tu lui piques sa place, etc. Eh ben, il faut que tu apprennes tout ça. Tu veux rester ici? Ok. Tant que tu vas pouvoir y rester, c'est bien. Donc, reste là-dedans et on va voir qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant à l'intérieur de ce cadre-là. Très souvent, ce qu'on développe, c'est le manager coach, en fait. Okay. Le manager coach. Et ça, c'est souvent une très, très belle découverte pour beaucoup de gens. Ah, je vais arrêter d'être dans la production, je vais arrêter tout ça parce qu'ils essayent toujours, ils ont envie, et je vais développer les autres. Ça, c'est une solution que tu proposes à un manager qui serait neurodivergent, de devenir un coach. C'est ça, hein? Ok. Un manager coach. Ok. Non, j'ai compris que son management devienne un management sous forme de coach. Qui se décale de son propre nombril. Ok. D'accord. Il aille s'occuper d'autre chose, en fait, d'humain, parce qu'il a besoin de l'humain. Ok. Il a très besoin de l'humain, le neurodivergent. Et donc, à côté de ça, donc aménager sa cage dorée, parce qu'elle est dorée, sa cage, et développer des choses à l'extérieur. Okay. Souvent, c'est des gens passionnés par plein de choses. Eh ben, vas-y.
Mets des limites à ton travail. Excusez-moi de vous tutoyer les uns et les autres. Mets des limites à ton travail. Un certain nombre d'heures, un certain nombre qui est passé de 14 à 10, pas à 12, c'est pas, voilà, c'est pas exhaustif. Ça veut pas dire qu'il faut pour rien travailler, mais décider de. Et les personnes neurodivergentes, la plupart du temps, alors je parle pas des autistes non plus à nouveau, c'est autre chose. Moi par exemple, j'ai un côté TDAH, comme vous pouvez le voir. Et quand je suis concentrée sur quelque chose, je suis hyper focus, mais je bouge beaucoup, voilà, bref. Et je suis HPI aussi. Donc, je suis pas dyslexique ni rien du tout, ça je suis contente. Donc, c'est pas quelqu'un qui est que autiste, ça le concerne pas ce que je suis en train de dire. Okay. Mais ça se voit, etc. Toutes les autres choses, c'est des gens qui sont un petit peu comme des... je vous parlerai après des ours et des ouistiti, mais voilà. Et pardon, où est-ce que j'en étais? J'en étais à vous dire la cage dorée, oui. Donc se mettre des limites. Et là, c'est super important. Accepter que on pourra pas tout faire ce qu'on veut au travail, pas dans ce travail en tous les cas. Ok. Et qu'il y a plein de satisfactions à avoir, autre que ça. Apprendre à se vendre un peu plus pour évoluer dans les hiérarchies. C'est des personnes qui sont pas du tout carriéristes ni rien. Ils ont juste envie d'apprendre encore plus. Donc quand ils vont monter, c'est parce on est venu les chercher. Et pourquoi pas. Ok, voilà. Et se développer sur les sports, les loisirs, les trucs comme ça, l'humain, l'extérieur, etc. Et là, ils arrivent à trouver un super équilibre en fait. C'est-à-dire se dire, je peux remplir ma vie. En ayant des compartiments, en fait, Exactement. Ici, je vais travailler ça, ici, je vais travailler ça, etc. Et c'est marrant parce que ce que tu dis sur le fait de devenir un manager coach, tu sais, moi, à un moment, quand je parlais du management, je disais, parce qu'il y a une espèce de croyance comme ça dans le management qui est, pour être manager, faut être doué avec les gens. C'est l'expression qu'on entend tout le temps. Oui, lui, il est doué avec les gens. Il est doué, en fait. Il est né comme ça. Sauf que quand tu commences à expliquer aux gens, justement, qui sont pas doués avec les gens, le croient-ils, tu leur dis, en fait, le défi, c'est pas de devenir doué avec les gens, ça va être de comprendre le mode d'emploi des autres. Et il y a des gens, tu leur dis ça, t'as l'impression que ça fait tac. Ouais. Et là, ça les intéresse. Parce qu'ils se disent, ah ouais, en fait, c'est pas un truc un peu magique que les gens ont ou n'ont pas. C'est juste un problème, entre guillemets, une énigme à résoudre. C'est-à-dire, Janine, je vais m'y intéresser, je vais comprendre comment elle fonctionne. Et là, je vais pouvoir l'aider. Et en plus, je vais voir qu'elle va changer quand je vais faire ça. Il y a toute une typologie de gens, quand tu commences à leur expliquer le management comme ça, ils ont comme un déclic et ils se disent, mais c'est ça en fait qu'il faut que je fasse dans mon boulot. Et là, ça va devenir intéressant. Ça va plus être des conflits, ça va plus être, ils sont bizarres, ils réagissent pas comme ça. Et là, ils peuvent mettre leur grande capacité intellectuelle et leur puissance sur ce truc, décoder les autres, comprendre comment ils fonctionnent, et m'adapter et les emmener où j'ai envie qu'ils aillent en prenant en compte leur manière de faire, etc. Et en général, ça ouvre plein de champs super intéressants. Même pour quelqu'un qui au départ n'était pas doué avec les autres finalement. Bien sûr. Mais en fait, cette histoire de doué, c'est plutôt le leader charismatique en fait. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Mais bon, il y a quelque chose qui me dérange dans ce que tu dis. Ouais. C'est, j'ai l'impression que c'est juste du top-down ce que tu dis, c'est-à-dire je vais trouver le mode d'emploi. C'est ça que tu dis ou pas? Oui, en général, mais c'est pas forcément dans le cadre du management. D'ailleurs, ça peut être dans les relations avec autrui, dans la vente, savoir me vendre, etc. De se dire, mais non, en fait, faut pas que j'apprenne à me vendre. Il faut que j'apprenne comment fonctionnent les autres et que je puisse me présenter d'une manière qui soit à la fois moi et qui leur parle. Tu vois? D'accord. Mais en entreprise, moi, si j'ai vraiment un conseil vraiment très important à vous donner, et c'est souvent mes managers me disent, mais ah bon, je peux faire ça? Mais n'essayez pas de faire tout seul. Demandez à la personne. Oui. C'est là le cliquer quand je te dis c'est du top-down. C'est-à-dire du toi tout seul, quoi. Les managers, vous êtes toujours trop tout seul à vouloir résoudre les problèmes. Souvent, j'entends, oui, mais j'ai essayé ça, j'ai passé la nuit à réfléchir, j'ai dit, mais attends, mais tu lui as demandé? Ah bon? Bah oui, t'es complètement à côté de la plaque. Demande-lui. Et là, ça vous ouvre tout. Parce que quand vous demandez à la personne comment elle fonctionne, de quoi elle a besoin,
Déjà, vous lui montrez du respect, vous lui montrez de l'écoute active, parce que vous allez l'écouter, De évidemment. l'intérêt. Il y aura des possibilités de solution ou pas, c'est pas. Mais bon, la personne s'y attend pas obligatoirement qu'on aille complètement dans son sens, d'accord? Et ben c'est génial. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Quand on parle de neurodiversité, etc. Donc je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Vous avez bien compris, hein. Mais ce qui est important, c'est la communication humaniste avec l'autre. Vraiment, on est d'être humain à être humain. Oui. Je suis ton boss, t'es mon N-1, mais on a besoin d'atteindre une performance ensemble. Comment est-ce que toi, tu vas être capable de l'atteindre? Ton gars, là, que tu disais 3 mois après, il était à côté de la plaque, etc., etc. Je suppose qu'il te donnait des tas des tas de justifications où il t'expliquait qu'il allait y arriver dans les 2 semaines plus tard et puis qu'il t'embrouillait complètement, puis tu sortais de là, tu sais plus où t'habites. Lui, c'est pas non plus, il est pas très à l'aise, mais bon, ça y est, moi, je suis encore sortie cette fois-ci. Ok? C'est pas viable, hein, ce truc-là. Non, Mais c'est des gens qu'il faut accompagner beaucoup plus, de beaucoup plus près. Enfin, voilà. Donc, je pourrais vous donner des millions de conseils, mais souvent, ça arrive au manager coach, en fait. Hein. Et tout à l'heure, tu me demandais un petit peu quels pouvaient être les impacts de la neurodivergence en entreprise, hein, dans les équipes, etc. Donc, il peut y avoir des incompréhensions et des conflits liés à la méconnaissance, mais surtout à l'invisibilité de la neurodiversité. Vous me voyez, moi, j'ai l'air d'être complètement comme tout le monde. Et au bout de quelques trucs que vous m'aurez demandé, peut-être que vous allez dire, mais elle est complètement dingue, celle-là. Excusez-moi, je l'utilise contre moi-même, hein, ou complètement incompétente, ce qui s'est révélé, ce qui a été prouvé à un moment donné. Donc, peut-être que vous avez des gens incompétents dans votre service, bien entendu, mais c'est le moment de discuter avec eux. C'est le moment de leur donner leur bilan de compétences. C'est le moment de peut-être désamorcer les peurs. Je vous donne un autre outil là-dessous. C'est le desk. Donc le desk, vous le connaissez tous, mais j'ai essayé d'adapter un petit peu à comment vous pourrez entamer une discussion avec quelqu'un dont vous percevez des agissements ou des manquements répétitifs, hein, pas juste une fois, etc. Ne le mettez pas sur le compte de l'incompétence, mettez-le sur le compte de la neurodivergence. Tu as dit un truc là, juste répétitif. Est-ce que c'est ça la clé quand on essaye de... C'est-à-dire que tout le monde peut avoir un passage où il est à côté de la plaque. Quand c'est tout le temps, là, il faut s'y intéresser. C'est ça que tu veux dire. Il faut s'y intéresser, ouais. Alors, on peut avoir des défis. Alors, on peut avoir des managers qui sont non empathiques ou bien trop exigeants, trop rapides. Là, j'ai eu plusieurs personnes, donc des managers qui m'ont dit je me suis séparé d'un tel parce que, donc des cadres dirigeants ou quoi, j'ai été obligée de me... Et en réfléchissant ensemble, etc., c'était évidemment quelqu'un de neurodivergent. Dire mais je l'ai pas su, je savais pas, ok, mais c'était déjà trop tard. Ou bien j'ai eu aussi des managers qui arrivaient tout penauds, et d'ailleurs on leur mettait un coaching entre autres pour ça, procédure de harcèlement. Alors qu'ils ne harcelaient personne, ils allaient juste à leur propre rythme, mais c'était des managers. Des mails à n'importe quelle heure, 10 000 idées à la fois, J'ai eu un manager Asperger, donc très très HPI, je pense qu'il avait 4 cerveaux dans la tête, et c'est le directeur d'un service réglementaire d'une très grosse entreprise de chimie. Et il me dit, mais il avait une quinzaine de personnes, de juristes avec lui, et il me dit, mais je comprends pas, quand je suis en codir, etc., j'ai toujours plein de nouveaux projets, je leur amène, ils veulent pas, ils me disent qu'ils ont autre chose à faire. Alors du coup, je prends ce qu'ils ont à faire, je le fais, mais ils aiment toujours pas parce que c'est pas leur boulot, parce qu'ils veulent pas. J'ai dit, mais enfin, Bernard, c'est pas son vrai prénom. Mais enfin, parce que j'en parle dans mon bouquin. Mais enfin, Bernard, tu comprends pas? Mais je comprends pas, c'est intéressant, c'est nouveau, etc. Ok? Et ça a même été, donc c'est un Asperger, hein. Ah, et c'est encore dans mon bouquin, cette anecdote, mais je l'adore. Tu sais, Judith, il m'est arrivé un truc extrêmement bizarre aujourd'hui. Je savais pas que ça existait au boulot. C'est quoi? Il y a une de mes collaboratrices qui est venue dans mon bureau et elle s'est mise à pleurer. Je savais pas qu'on pouvait pleurer au travail. Ah ouais, ok. Oui. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, j'ai fermé la porte, parce que je sais pas, ça peut être honteux, peut-être, j'en sais rien. Et puis, et alors? J'ai donné des mouchoirs. Ok. Et alors, tu lui as dit quoi? Ah je l'ai regardée, je trouvais que c'était très curieux de voir qu'elle pleurait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Lui, c'est bien, parce qu'on a réussi avec lui, son manager et moi, on a réussi à ce qu'il soit plus manager, en fait. Qu'il ne le soit plus. Il ne le soit plus. D'accord. Qu'il ne le soit plus. Parce que... C'était trop...
Voilà. Mais donc, quelqu'un comme ça pouvait être accusé de harcèlement éventuellement. C'est pas arrivé pour lui, hein. Mais pour d'autres, oui. Et c'est terrible parce qu'ils cherchent absolument rien. Et si on leur avait expliqué, si on avait pris en compte ce qui se passait, si eux avaient été capables de prendre en compte les intérêts des autres, ben, ils auraient été, il se serait rien passé. Mais ils sont en liberté, les neurodivergents, hein. Oui, malheureusement. Non, mais voilà. Donc, des fois, on a des très bons éléments techniques qui n'ont aucun soft skills. Vous savez, le manager qui ne dit jamais bonjour, ni merci, ni rien, qui s'en rien affiche, qui fait jamais les réussites parce que, bah, c'est évident, vous êtes payé pour, parce que vous me cassez les pieds. Ok. Un très bon élément qui se démotive de plus en plus. Ça, c'est difficile. Parce que c'est des gens qui trouvent plus du tout leur compte, hein, leur cerveau n'est plus nourri, ça s'asphyxie complètement en fait. Que de nouveaux apprentissages. Et souvent j'ai attendu des gens me dire mon manager ne m'amène plus rien. Ne m'amène plus. M'amène plus rien. Je dis mais qu'est-ce que t'attends de ton manager? Mais il faut qu'il m'apprenne, il faut que ce soit un exemple, il faut qu'il me donne de plus en plus de choses, etc. Ça je l'explique dans la grille que je vous ai fournie aussi. Et donc il y a des risques accrus chez les personnes neurodivergentes mal comprises ou peu soutenues à cause de leur fort investissement dans les tâches qui les passionnent. En fait, ils sont passionnés. Hein. Ils peuvent être en burn-out. Ouais. Ils peuvent être en bore-out, c'est-à-dire qu'ils s'ennuient. Et je ne sais pas si vous connaissez le troisième, c'est le brown-out. En anglais, ça veut dire une coupure de courant. Le brown-out, c'est une coupure de courant. Il n'y a plus de sens au travail. C'est fini. Le travail n'a plus de sens. Et là, vous les perdez automatiquement. Mais ça peut être très douloureux parce que ça peut se terminer en hôpital psy, etc., etc., quoi, hein. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Bon, voilà les impacts qu'on peut avoir. Les deux questions que j'ai. Alors, j'ai pas oublié que tu voulais me parler des ours et des ouistiti, donc j'ai Ah mince, oui, ok. quand même noté dans un coin. Est-ce que tu vas en parler maintenant? Oui, je veux bien. Vas-y. Alors, tu m'as posé la question de est-ce que une personne neurodivergente peut travailler en entreprise? Parce que ces gens-là n'aiment pas beaucoup la hiérarchie non plus. Hein. Oui. Donc, c'est compliqué parce que la hiérarchie, soit elle est comme eux, et ça va bien, soit on les comprend, je veux dire, soit c'est un blocage absolu et puis on a tendance à passer, les aspis aussi souvent à passer par-dessus. On va aller voir le boss parce qu'on a des choses à lui dire. Et puis mon manager, il est complètement incompétent de toutes les façons, donc voilà. Ils n'ont pas les règles sociales. On dit que les autistes sont socially blind, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles socialement. Ils n'ont pas les règles. Okay. On peut les leur donner. Ouais. Et comme une machine, on leur apprend les choses. J'ai un de mes fils qui est autiste Asperger aussi, qui est dentiste. Il me dit mais maman, pourquoi est-ce que je dois dire bonjour à mes clients tous les jours? À chaque fois je les vois. Il dit, parce que c'est poli. Il me dit, mais bonjour, ça veut dire qu'on leur veut pas de mal, d'accord? Quand tu les as vus une fois, tu leur as dit bonjour. C'est pas la peine de répéter à chaque fois, ils ont compris. Voilà. Oui. C'est un peu bizarre, comme truc, hein. Ok. Voilà. Donc, on est neurodivergent. Alors, vous verrez, il y a un test que je vous ai mis je voulais vous poser quelques questions, mais je sais pas si on aura le temps pour que vous vous sentiez neurodivergent ou pas. Mais, si vous répondez oui à beaucoup des questions que je vais vous poser, peut-être si tu veux bien, on peut prendre le temps. Oui. Je vous poserai quelques questions. Je vais vous les poser tout de suite, les questions. Pardon, excusez-moi, on fait ça en direct. Allez. Et je vais arriver à ce que j'étais en train de te dire, hein, les ouistiti et les ours et l'entreprise, etc. Donc, voilà, vous êtes tout seul avec moi, on est en coaching, chacun d'entre vous. Et je vais vous poser des questions auxquelles je vais vous poser 9 ou 10 questions, je crois. Je vais aller les chercher pour pas les oublier. Voilà, c'est ça. Je voudrais que vous y répondiez dans votre tête très honnêtement. Ok, c'est vrai ou c'est pas vrai. Et pour certaines questions, vous allez dire oui, mais ça c'était moi avant. Maintenant, je ne suis plus comme ça parce que j'ai travaillé dessus, etc. Dans ces cas-là, vous répondez oui quand même parce que c'est vous quand même. Et c'est là qu'il va y avoir la balance entre le ouistiti et l'ours. Ok? Donc, j'y vais avec mes questions. Rappelez-vous, vous dites que oui, même si c'était avant, c'était comme ça et maintenant ça l'est plus. Donc, quand tu dis avant, c'est par exemple quand on était adolescent ou bien dans mon précédent métier ou bien avant de faire mon burn-out. Mais c'était de manière répétitive quand même que c'était quelque chose. Oui, tout à fait. Okay. C'est quelque chose, ouais. Alors, vous mettez une petite coche chaque fois que vous répondez à une question, d'accord? Je sais vendre les autres et je ne sais pas me vendre. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous? Dans ma tête, le petit vélo ne s'arrête jamais.
Arrête de rigoler. J'aime apprendre et comprendre. J'ai besoin de mener de front plusieurs projets ou activités. C'est là que je suis le plus efficace ou la plus efficace. Plusieurs projets ou activités. Parler de la pluie et du beau temps ne m'intéresse pas du tout. Quand un sujet m'intéresse, je suis capable de déplacer les montagnes. Quand un sujet ne me passionne pas, je peux ne pas le faire ou le repousser sans cesse. Il m'arrive très souvent de sauter les étapes, de négliger les détails pour arriver à des conclusions qui me semblent évidentes. Je suis intuitif, parfois impulsif. Et la petite dernière, il y en a beaucoup d'autres, mais la petite dernière, quand je coince sur un problème et que je le laisse de côté, par exemple pendant la nuit, je trouve parfois la solution sans même y avoir réfléchi. Voilà. Donc, par exemple, le impulsif, vous avez pu l'être et ne plus l'être. Maintenant, parce que vous avez bien compris que ça ne marchait pas, mais vous avez eu tendance à l'être. Okay, donc, si vous avez, disons, 50% ou 50 ou 60-70% plutôt de oui, dans les conditions que je vous ai dites, il y a des chances que vous soyez neurodivergent. Voilà. Neurodivergent. Voilà. Donc, on parle, alors là, pour faire ça, je vous ai mis un document avec tout le questionnaire où vous verrez parler de global et de séquentiel. Et je me suis inspirée du livre que je cite aussi, Le petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués de Béatrice Millettre. Voilà, qui explique tout ça, hein, global, séquentiel, etc. Et pour moi, les gens globaux sont neurodivergents. Et je le confirme tout le temps, en fait. C'est des gens qui ont cette méthode de pensée pour lesquels vous avez peut-être 60 ou 70% de oui. OK? C'est-à-dire que quand on vous demande d'aller de A à Z, on a à peine dit A que vous avez le Z. OK? Voilà. Alors que les autres, les normaux, pensants, la normalité, font partie plutôt de personnes qui sont plus séquentielles, qui vont d'étape en étape. Et quand vous avez la vision de quelque chose, eux n'y sont pas encore. Donc c'est pas pour vous embêter qu'ils vous disent, qu'ils vous entendent pas. Ils sont pas capables de vous entendre. Ils vont y arriver eux-mêmes de manière très cadrée et tout, de manière peut-être plus construite que vous et plus utilisable que vous. Hein. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Vous comprenez bien, hein. D'accord? Ok. Et quand je dis que dans ce livre, ça parle de neurodivergents, de globaux, donc de personnes à la pensée globale. Peut-être si vous lisez ce livre, vous n'allez pas vous reconnaître là-dedans. Vous allez dire, bah non, moi je suis pas comme ça, je vais au bout de ce que je fais. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement bruyant qui veut me faire voir tout le temps, etc., etc. Ça, c'est un ouistiti. Vous imaginez le petit animal sympathique qui est très futé, très intelligent et tout, mais qui est toujours en train de sauter sur la branche d'à côté qui est plus brillante, qui est plus intéressante, etc. Et il le fait savoir, hein, et il va jamais au bout de ce qu'il fait. On peut pas vraiment compter sur lui. Ça, c'est le global, le neurodivergent qui est pas dompté en fait encore. Ok. Par contre, quand vous m'avez dit, oui, avant j'étais comme ça, mais maintenant je ne le suis plus, parce que vous avez été élevé d'une certaine manière, parce que vous avez fait certaines études, parce que vous vous êtes pris des claques et vous voulez plus vous les reprendre, et vous avez décidé de faire attention, etc. Ça a été des challenges pour vous, parce que vous aimez les challenges, messieurs, mesdames, les neurodivergents. Donc vous avez atteint vos challenges, et maintenant vous êtes hyper organisés quand vous le décidez. Vous tenez vos délais, vous savez, enfin toutes sortes de choses. Vous savez les faire, vous êtes plus du tout impulsif, vous êtes d'accord de parler de la pluie et du beau temps parce que vous savez que c'est important quand vous êtes en clientèle, pas pour autant que vous l'aimez, ok? Et là, on se retrouve avec un personnage qui sait marcher sur ses deux grosses pattes, la patte globale, neurodivergente, etc., qui a toutes les impulsions de début, les intuitions, les imaginations, mais qui est complètement je trouve plus le mot, mais enfin il est contrebalancé, on va dire, de manière très utile
par la patte séquentielle, donc la plaque bien organisée. Et ces personnes-là qui ont les deux, eh ben, c'est des personnes qui sont extrêmement puissantes au travail. Elles ont une puissance de travail énorme parce qu'il y a l'intuition et il y a l'organisation. En fait, les deux. Voilà. Et quand je parle de Ouistiti, petit détail, oui, pardon, de Ouistiti et d'ours, c'est à partir d'un livre qui s'appelle les philo-cognitifs. Je mettrai aussi. Et ça explique bien tout ça. Et ça s'occupe que de neurodivergents, là. Oui, pardon, vas-y. Alors, si je comprends bien, donc c'est l'ours, hein, le deuxième, celui qui a ses deux pattes. Et ce serait le trajet qu'il faudrait réussir à faire pour devenir utile, en fait, à soi-même. Et beaucoup de gens le font, hein. Beaucoup de gens le font, hein. Ouais. Moi, j'étais vraiment un Ouistiti avant. Là, je suis encore un peu un Ouistiti, mais je suis un gros ours quand même. Et c'est tout à fait possible. Mais si on n'est pas conscient, soi-même déjà, et si au travail on est aidé pour faire ça, mais c'est magique, quoi. Ouais. C'est magique. On se retrouve avec des gens qui, par exemple, il y a beaucoup de méga syndrome de l'imposteur chez les gens neurodivergents, souvent, parce que ils se demandent comment ils sont arrivés là où ils sont, parce qu'ils ont fait que prendre des trucs au fur et à mesure, parce qu'on les a remarqués, parce que, etc. Et ils se disent, mais comment je suis devenu directeur de la production, etc. Mais parce que, ça aussi, avec toutes les expériences que j'ai eues, j'ai compris quelque chose. On a eu des parcours complètement atypiques. D'accord, commencer avec les mauvaises études, etc., et se dire, oh putain, je suis nul, comment je peux être coach avec les DRH de Nestlé, entre autres, j'avais avec moi, je me rappelle, j'étais en Suisse, comment, je suis trop la honte, j'ai qu'un BTS d'assistante de direction. Les autres me disaient, mais non, c'est très bien, mais non, bon bref. Eh bien, ces gens-là, avec leur parcours atypique, sont arrivés là où ils devaient être, mais à un autre moment. Okay. Et par d'autres moyens. Et donc, pas de syndrome de l'imposteur, s'il vous plaît, parce que c'est les autres qui vous ont mis là, en général. Et faites confiance aux autres. Ok. Super intéressant. On mettra donc le questionnaire complet. Il y a le questionnaire complet, il y a le desk aussi. Okay. Et puis, oui. Il y a aussi la liste, oui. Les neurodivergences, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que manager? Ouais. Et en fait, finalement, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, et qui est très positif, c'est que si tu réussis à développer ces deux jambes, en fait, finalement, être un neurodivergent devient un avantage. Enfin, je veux dire, tu tires parti de ta spécificité pour être utile à toi-même et être utile aux autres. Donc, c'est un énorme avantage, finalement. Ben oui, mais pour le moment, ça n'en est pas du tout. Il faut juste apprendre à en tirer profit, en fait. Il faut juste apprendre. Si t'es tout seul toi-même, c'est pas évident. Ouais. Si t'as pas d'alliés supérieurs aussi, ben t'es un peu paumé là-dedans. C'est pour ça la cage dorée, en fait. Hein. Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, tu vois. Par exemple, des boîtes comme Google et tout ça, j'ai eu la chance de visiter tout ça. Bah ouais, c'est bien, ils ont tout compris, les gars. Bon, ça veut pas dire que c'est pas du tout. J'ai accompagné beaucoup de gens là-bas dedans. Je sais que c'est pas du tout le paradis d'aucune manière. Hein. C'est des pourris aussi, comme n'importe quelle boîte. Enfin, des fois, quoi. Hein, c'est voilà. J'ai fait tous les GAFA, j'ai accompagné tous les GAFA. Une fois que t'es à l'intérieur, mais par contre, eh ben le mec la personne qui est neurodivergente, qui est ci et qui est ça, eh ben un manager Asperger, il me disait dès qu'il rentre, dès que je l'embauche, on fait son plan d'évolution. Où tu veux être, comment tu veux être, qu'est-ce que tu veux, parce que c'est ça qui est important. Un canal. Un canal, tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça. Si tu restes dans ce service, c'est pas ok, faut que tu fasses trop ça. Je vais t'aider à. Et là, en France, malheureusement, la France, elle est pas du tout encore prête à ça. Du tout. Et on va dire, oui, la neurodiversité, une mode. Oui, ça, je sais bien tout ce qui se passe. Mais si certains d'entre vous avaient la possibilité de temps en temps de prendre quelqu'un et de pouvoir vous en occuper, et etc., c'est super. Vous aurez j'appelle ça, je l'ai fait en anglais il y a pas longtemps, c'est the pearl in the oyster, la perle dans l'huître, en fait. Ouais. Alors, ça m'intéresse justement ce que tu viens de dire. Je pense que avec les outils que tu donnes, on peut déjà se rendre service à soi-même. Ça commence par là pour ceux qui nous entendent. Oui. Maintenant, si je me rends compte que j'ai un collaborateur qui est neurodivergent ou je le soupçonne d'être neurodivergent, comment je peux m'adapter ou qu'est-ce que je peux faire en résumé pour le rendre utile? Parce que je rappelle juste une chose, quand on est manager, on vise les 2 R du management,
Le premier R, évidemment, c'est la rétention. Ce sont les résultats. Rétention, oui, et la rétention. Déjà de la performance. Et le deuxième, c'est la rétention. Je pense que dans votre équipe, si vous avez quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, vous avez à la fois évidemment envie qu'il soit performant ou qu'il fasse performer l'équipe ou qu'il soit utile à l'équipe d'une manière ou d'une autre, et puis qu'il reste, parce que c'est certainement une ressource intéressante. Donc, vous pouvez pas vous exonérer de vous poser la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Ce serait quoi tes conseils? Je suis manager, puis là, tout ce que tu me dis, je me dis, d'ailleurs, si j'avais entendu ce podcast à l'époque où la personne dont j'ai parlé, qui avait quasiment tous les symptômes que tu as dit, le burn-out, il a été accusé de harcèlement. Ah oui. Ouais. Quand tu as déroulé le truc, je me suis dit, bon, bah, lui, c'est clair. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire? Alors, je l'ai écrit là, si vous permettez, parce que je vais pas pouvoir me rappeler mot à mot, mais je pense que c'est très utile. Alors, vous allez repérer des personnes qui semblent décalées par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'elles de manière récurrente. Hein. La récurrence est importante, hein, parce que ça peut être one shot une fois, quelqu'un qui a des problèmes, ou 2 fois, ou 3 fois. Mais ça veut rien dire, hein, d'accord? Ou qui semblent ne pas aller bien aussi, d'accord? Alors ne pas aller bien, peut-être que vous saurez pourquoi, parce qu'il y a des problèmes dans la famille, n'importe, ok. C'est autre chose, des gens qui perdent leur intérêt, qui sont plus aussi performants aussi, etc. Osez demander régulièrement à ces personnes ce dont elles ont besoin pour se développer dans le bon sens. Dans le bon sens, un sens qui leur convient. Quel est leur besoin? Osez passer le pas. Demandez. Ok? Et c'est là que je vous ai mis l'outil DESC, en fait. C'est DESC, pardon. Excusez-moi. D-E-S-C, où vous devez décrire les faits. Voilà, j'ai remarqué ça. Plusieurs fois, j'ai remarqué. Jamais toujours. Enfin, j'explique très très bien. Je vous passe les détails là-dedans. Adapté à ce genre de choses. D'accord? Osez modifier votre communication, votre écoute et votre prise en compte de ce qui se passe dans votre équipe ou dans votre service. Vous allez entendre des gens qui râlent toujours sur la même personne, par exemple. Des gens qui en ont marre, qui disent mais je fais toujours le boulot à sa place parce que, j'en sais rien. Des choses, vous savez très bien, vous en savez, vous en voyez plein partout tout le temps des choses comme ça, d'accord? Ok? Soyez en écoute active. Et des gens de votre équipe, et de ce qui se passe, etc. Radio moquette, on n'en veut pas, mais des fois, ça veut dire quelque chose. Ok? Et surtout quand vous êtes dans l'interaction avec la personne en question qui pourrait peut-être avoir un problème. C'est pas un problème, avoir une différence. Pas de problème. C'est juste différent. Montrez-lui vraiment pas de la bienveillance un peu neuneux comme ça et tout ça, du respect. Le respect, on est à égalité. On est entre 2 êtres humains là, et on est en résolution de problèmes. On est en résolution de problème. Il y a un problème, regarde. Puis la personne le sait parfaitement. Hein. Ou bien elle y comprend rien, elle y connaît rien. Bien, moi je savais très bien, quand au bout de 6 mois, je comprenais toujours pas l'organigramme, il y avait quelque chose qui allait pas. Et les gens en face, ils avaient beau m'expliquer. De toute façon, les organigrammes, ils changeaient. De toute façon, c'est pas peine que je l'apprenne. Hein. C'était ridicule, cette histoire. Bon, bref. Bref. Et donc, il y a un truc que je trouve extrêmement intéressant. Donc, il y a du one-on-one qui est très important. Hein. Et quelque chose qui est très intéressant, je trouve, c'est développer l'intelligence collective dans vos équipes. Parce que c'est pas juste vous et la personne, c'est l'équipe aussi. Et quand vous faites, par exemple, je vous rappelle aussi un outil qui est les chapeaux de Bono que j'adore utiliser. Ok. Vas-y. Pour certains, ça. Ah, tu connais pas? Vas-y, dis-moi. Je pense que je connais, mais peut-être c'est pas le cas de tout le monde. C'est faire ce qu'on appelle de la pensée parallèle. Donc, tu as une problématique que tu veux faire discuter avec tout le monde dans l'équipe pour prendre une décision, je sais pas, ou un modus operandi, etc. Tu prends 6 couleurs de chapeaux différents. Tu le fais parler le neutre, c'est le chapeau blanc, c'est quels sont les faits. Pour toi, selon toi, quels sont les faits? Tu vois, l'émotion, le pessimisme, l'optimisme, la créativité et à la fin, tous ensemble, la mise en place d'un plan d'action. Ok. Et là, je le mets aussi dans le dessous. Vous pouvez utiliser ça parce que qu'est-ce que ça fait ça? Eh ben, ça fait que pour n'importe quelle problématique, quand vous mettez votre équipe ensemble, on voit que les gens ne fonctionnent pas pareil. Là où le gars est hyper pessimiste parce que blablabla, l'autre il va être hyper optimiste parce que chouette, on va un peu changer les choses, etc. Et au lieu de rester juste là-dedans, c'est en profiter pour dire mais qu'est-ce qui fait que toi tu dis ça?
Ouvrir tous les canaux de communication. S'il y a un seul mot que je vais vous dire, c'est les bêtes, c'est toujours le même, c'est communiquer, en fait. D'accord? Voilà. Ça, vous allez pouvoir le faire, je pense. Mais évidemment, ça demande du temps. C'est la denrée la plus rare, bien entendu. Je sais, mais c'est un investissement. C'est un vrai investissement. L'investissement, le premier, c'est si vous êtes dirigeant ou si vous êtes manager, enfin, c'est de commencer à sensibiliser vos équipes. Ça prend quoi? Une conférence de 1 heure avec des questions-réponses, etc. Cascader tout ça, ou soyez tous ensemble autour de ça. Et les gens, ils seront beaucoup plus à même d'échanger. Mais on est en France, alors je veux pas être pessimiste, mais voilà. Mais on peut aller tout petit à tout petit aussi. Hein, oui, après c'est une boîte à outils et puis on peut utiliser. Moi, tu vois, par exemple, je pense que dans ce que tu as dit, le fait de commencer à avoir cette discussion en un à un avec la personne, c'est le minimum vital. C'est-à-dire que c'est déjà dire à la personne qu'on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui allait pas sur un plan factuel, dire il y a ça qui revient tout le temps, etc. Tu vois, l'outil que tu appelles le desk, c'est assez facile pour un manager de faire ça en un à un, sans impliquer les autres, etc. Ah oui, tout à fait. Et après, c'est un chemin. Et effectivement, l'intelligence collective, c'est quelque chose qui est pas forcément dans la culture de l'entreprise où vous vous situez, donc ce sera peut-être plus compliqué. Mais voilà. En tout cas, je pense que il y a beaucoup de choses à tirer des outils que tu as proposé de mettre en lien avec le podcast. Alors, on mettra un lien et vous pourrez télécharger les tests, etc., etc. En tout cas, moi, je te remercie infiniment parce que d'abord, je passais un bon moment. En plus, c'est marrant, ça m'a rappelé des épisodes de ma vie de manager que j'aurais peut-être pas géré de cette manière-là ou que j'aurais essayé de gérer autrement. Ouais, bien sûr. Et je pense que ça sera utile à tout le monde. Et voilà, n'hésitez pas à réagir aussi sur le forum, le podcast, etc. Si vous avez d'autres questions, parce qu'on a déjà un peu abordé le sujet, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu l'abordes quand même d'une autre manière, et aussi d'une manière extrêmement. Enfin, je trouvais que c'était très simple à comprendre, même si en fait c'est un problème complexe. Donc je te remercie infiniment. C'est très varié, il y a énormément de facettes en fait, mais votre personne a ses facettes à elle et c'est très facile en fait. Ah ouais, c'est ça. Oui, déjà en commençant par soi-même, en général, on se rend compte que on sait pas si on a des points communs. Merci infiniment en tout cas. Merci.